Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des actualités en écho-endoscopie dans les adénocarcinomes du pancréas. Je vais faire un petit rappel d'épidémiologie pour donner le cadre à cette maladie dramatique. Lorsqu'on découvre un patient qui a un cancer du pancréas, 50% sont d'emblée métastatiques, 30% sont localement avancés, que ce soit par un envahissement des artères ou des veines, et qui seront donc non résécables, et uniquement 20% des patients seront résécables. Or, c'est la chirurgie R0, c'est-à-dire avec des marges de résection microscopiques saines, qui peut guérir le patient. C'est la seule chance du patient, en fait, c'est la chirurgie. Et malgré une bonne chirurgie, la survie à 5 ans de ces patients est de 20%. Donc un pronostic que l'on sait tous très dramatique. Il s'agit actuellement de la 4e cause de décès par cancer dans les pays occidentaux, avec une incidence qui ne cesse de progresser. On a à peu près 4000 nouveaux cas par an en France. Alors pour illustrer un peu le propos, deux artistes assez différents mais qui se sont rejoints dans la maladie. Patrick Swayze, cancer du pancréas localement avancé, donc pas de chirurgie, la survie a été de 20 mois. Luciano Pavarotti, opéré, survie 14 mois. Voilà un petit peu l'état des lieux du cancer du pancréas. Alors, quels sont les facteurs de risque qui sont associés au cancer du pancréas? Il y a le tabac, avec un risque qui persiste malgré 10 ans de sevrage. Il faut attendre 10 ans pour revenir à un taux normal. Le diabète, la pancréatite chronique d'origine éthylique. Alors, l'alcool n'est pas en soi un facteur de risque de cancer du pancréas, mais ce sont les épisodes répétés d'inflammation liés à la pancréatite qui vont créer la carcinogénèse pancréatique. Un facteur de risque exogène important, ça va être l'obésité. L'obésité qui est en incidence croissante dans nos pays industrialisés et qui expliquerait l'incidence croissante du cancer du pancréas. Et avec l'obésité, les problèmes de régime alimentaire, un régime hypercalorique, riche en graisses saturées, la consommation importante de viande rouge, le manque de consommation de fruits et de légumes et l'inactivité. Et enfin, nous avons des causes endogènes, des causes génétiques. Alors il y a des pancréatites génétiques qui sont des facteurs de risque de cancer du pancréas, c'est des choses assez rares. Et puis il y a des cortèges de pancréas génétiques, le mélanome, les syndromes sein ouvert qui prédisposent à ce cancer. Quels sont les signes cliniques qui vont vous alerter pour poser le diagnostic du cancer du pancréas? Donc, dans 70% des cas, le cancer du pancréas va se situer au niveau de la tête et dans 30% des cas, au niveau du corps et de la queue. L'âge de diagnostic est plutôt vers 70 ans avec un sexe ratio qui est masculin. Je dirais que le signe clinique que vous connaissez et qui doit vous alerter, c'est l'icternue, un patient qui se présente, urine foncée, selle décolorée, un prurite, un ictère. Il s'agit d'une lésion qui se situe au niveau de la tête du pancréas. On en discutait tout à l'heure avec un confrère. Le gros piège, ça va être les dorsalgies. Le pancréas étant situé contre le billot rachidien, ça va être des patients qui vont se plaindre de douleurs dorsales, inflammatoires, qui les réveillent la nuit, scanner rachidien, IRM normal. Et en fait, il s'agit de la tumeur qui vient envahir les plexus nerveux cœliaques. Il y aura dans la moitié des cas une décompensation de diabète. Là encore, un patient qui est bien suivi et qui a un diabète qui se décompense, il faut penser à faire une imagerie abdominale. Et après, on a des signes aspécifiques, la perte de poids, l'asthénie, l'anorexie et la dépression. C'est un cancer qui entraîne des très grosses dépressions avec des risques suicidaires importants. Je dirais que le premier examen de débrouillage sera l'échographie abdominale. Un patient qui a un icternue, on lui fait une écho. On sait que la cholestase n'est pas d'origine intrahépatique, il a une dilatation de la voie biliaire, on n'arrivera pas à voir la lésion, mais ça va motiver pour réaliser l'examen clé qui est le scanner. Le scanner, lui, c'est vraiment l'examen indispensable, il pose le diagnostic de cancer du pancréas, vous aurez une masse, et surtout, il va faire le bilan de résécabilité, il va déterminer si le patient est opérable ou pas, ce qui va conditionner toute la prise en charge.
Donc on va voir 3 cas de figure. Vous avez votre patient qui a un ictère, vous lui découvrez une lésion de la tête du pancréas au scanner. Il n'y a pas de métastase à distance, pas d'atteinte des gros vaisseaux, trompe-porte, veine mésentérique, artère tronchéliaque, artère mésentérique supérieure. Le patient est résécable, vous le confiez au chirurgien, il doit avoir sa chirurgie. C'est sa seule chance, entre guillemets, de guérison. Deuxième cas de figure, au scanner, vous avez cette lésion qui va venir au contact des vaisseaux, qui n'envahissent pas totalement les vaisseaux. Si le chirurgien opère à ce moment-là, probablement que la résection ne sera pas complète. Elle sera macroscopiquement complète, mais elle sera probablement R1, c'est-à-dire une marge de résection qui ne sera pas suffisante à l'examen anatomopathologique. Ce sont des tumeurs qui sont considérées comme borderline. Il faudra le confier à l'oncologue, faire une chimiothérapie, éventuellement une radiochimiothérapie de clôture pour rendre le patient résécable. On refait un bilan d'évaluation après ce traitement et si le patient n'a pas progressé, on le confie au chirurgien. Et enfin, le troisième cas de figure, on a une atteinte veineuse, une atteinte artérielle, le patient est localement avancé ou il a des métastases, on le confie à l'oncologue. Ça sera une chimiothérapie palliative. C'était pour vous mettre un petit peu le cadre de prise en charge du cancer du pancréas. Alors enfin, j'en viens à mon sujet. Quelle va être la place de l'écho-endoscopie dans le cancer du pancréas? Donc, pour vous rappeler, l'écho-endoscopie, c'est un examen qui se pratique sous anesthésie générale. C'est un endoscope qui, à sa terminaison, a une sonde d'échographie et qui permet des gestes thérapeutiques. Dans le cancer du pancréas, les petites lésions, celles qui font moins de 2 cm, ne sont pas détectées ou peu par le scanner. Généralement, on a des signes indirects, une double dilatation canalaire, dilatation de la voie biliaire, dilatation du virsum, mais le radiologue n'est pas capable de dire s'il y a une lésion de la tête du pancréas. À ce moment-là, l'écho-endoscopie a toute sa place parce qu'elle détecte les lésions de moins de 2 cm dans plus de 95% des cas. Donc l'écho-endoscopie sert à poser le diagnostic de ces petites tumeurs qui sont généralement résécables. Est-ce qu'il faut faire une biopsie des masses pancréatiques? Donc vous faites un scanner, vous voyez votre masse sur la tête du pancréas. Est-ce qu'elles sont toutes des adénocarcinomes? La réponse est non. Il y a différents types de lésions. Il y a des lésions bénignes, il y a des masses du pancréas qui ne sont pas des cancers. La pancréatite auto-immune, les nécroses post-pancréatites. Et parmi les causes malignes, toutes ne sont pas des adénocarcinomes. Il y a des métastases, des tumeurs endocrines, des lymphomes. Pour illustrer le propos, une série de 2010, 461 DPC, duodénopancréatectomie céphalique. Parmi ces 461 DPC, 10% étaient des lésions bénignes. Donc on opère des patients, grosse chirurgie pour des lésions bénignes, avec les risques de morbimortalité que l'on connaît. Et le diagnostic le plus fréquent, c'est soit la pancréatite chronique, soit la pancréatite auto-immune. Parmi les lésions pancréatiques malignes, comme je vous le disais, 15% des cancers ne sont pas des adénocarcinomes. On a des tumeurs endocrines, des métastases du poumon, du rein, du côlon, du sein, ou bien des lymphomes. Ce qui va quand même changer la prise en charge thérapeutique. Si vous avez une métastase, vous ferez une chimio et non pas une chirurgie. Un patient qui nous avait été confié dans le service pour découverte de lésions du pancréas. Voilà, donc il y avait cette lésion du pancréas et un épaississement de la vésicule, une présentation un petit peu atypique. À la cytoponction en écho-endoscopie, il s'agissait d'un myélome. Donc il a eu sa chimiothérapie, mais voilà, il n'a pas eu sa chirurgie. Le problème de la ponction, c'est que la ponction sous écho-endoscopie a une mauvaise valeur prédictive négative, qui est de 70%. C'est-à-dire que vous avez 70% de probabilité que le patient n'ait pas de cancer si la biopsie est négative. Donc ce qui veut dire que la biopsie n'a de valeur que si elle est positive. Si on me confie un patient qui a une lésion de la tête du pancréas, que je le ponctionne et que l'anatomopathologiste ne sait pas me dire ce que c'est, je l'envoie au chirurgien. Je ne le laisse pas en surveillance. Par contre, si on me dit métastase, pancréatite auto-immune, là ça change la prise en charge.
Est-ce que l'écho-endoscopie a une place dans le bilan de résécabilité? Donc je vous avais dit que c'est surtout le scanner qui est l'examen de référence, mais l'écho-endoscopie permet quand même une bonne analyse des vaisseaux et une bonne analyse de la résécabilité dans 78 à 98% des cas. La problématique, c'est qu'il y a une variabilité interopérateur. Il faut en faire beaucoup pour être performant, mais je dirais que cette variabilité interopérateur, elle y est aussi pour le scanner. Notre débat. Elle permet aussi de détecter des adénopathies métastatiques, notamment lombo-aortiques, et l'écho-endoscopie est bonne pour les petites métastases du lobe gauche du foie ou pour détecter l'acide. On voit en écho-endoscopie de fines lames d'acide qui ne sont pas visibles au scanner, et ça signe une carcinose péritonéale dans 85% des cas. Alors, je ne sais pas si on va voir, pour illustrer le propos. Alors on voit absolument rien. Bon. Ici, c'est un patient à qui on faisait une écho-endoscopie pour un cancer du pancréas. Alors, je vais peut-être arrêter. Je ne sais pas si on peut baisser la lumière. Voilà. Donc voilà, vous avez une image écho-endoscopique. Vous avez ici cette petite lésion qui faisait 6 mm. Vous avez le lobe gauche du foie qui est ici. On voit les cavités cardiaques et le diaphragme qui est ici. Vous allez avoir l'aiguille qui arrive ici. Nous avons ponctionné ce patient et ça a confirmé la métastase. Bon, il ne faut pas trembler là parce que sinon il y a des soucis. Alors après, quand il s'agit d'un patient qui a une lésion qui est non résécable, l'écho-endoscopie ainsi que la prise en charge endoscopique peut se faire en 3 étapes. Donc vous avez un patient qui a un scanner, qui est jaune, qui a mal et qui est métastatique. Il va falloir lui faire, dans un premier temps, une biopsie que l'on fera sous écho-endoscopie, toujours la sensibilité de 80 à 90% des cas. Voilà comment ça se déroule, c'est le même topo qu'avant. Vous avez la lésion du pancréas qui est ici. Alors, je suis désolé, l'écho-endoscopie, c'est pas très facile d'interprétation. Vous avez cette lésion qui est ici, et vous allez avoir l'aiguille qui apparaît ici. Voilà. Et il nous faut bien ramoner la tumeur pour avoir le plus de matériel possible. Il y a un technicage particulier du prélèvement, et il faut avoir des anatomopathologistes entraînés à lire ces lames. Voilà, là vous avez l'aiguille qui fait le prélèvement. Alors, il y a très peu de complications liées à cette technique. C'est une technique qui est peu morbide, un taux de complication de 1% avec des hémorragies mais qui sont bénignes, risque infectieux de pancréatite et exceptionnellement des cas d'essaimage sur le trajet de ponction du cancer. Après, vous avez des patients qui ont des grosses douleurs, des douleurs rebelles, puisqu'il y a un envahissement des plexus nerveux cœliaques. Ce que l'on peut faire sous écho-endoscopie, c'est aller brûler les nerfs, les nœuds du plexus cœliaque qui créent la douleur. Avec une aiguille, on va positionner l'aiguille au niveau de ces nerfs, mettre de l'alcool absolu, un analgésique local qui va permettre de diminuer la douleur dans 50 à 80% des cas. La bonne indication, ça va être des douleurs qui sont réfractaires à une prise en charge par un algologue avec les morphiniques et des médicaments contre les douleurs neuropathiques, ou un patient qui a de grosses intolérances aux morphiniques avec des nausées, des vomissements, malgré une bonne rotation qui est faite des opioïdes. Cette technique, elle est quand même un petit peu morbide. Il y a des cas d'abcès de la paroi gastrique et il y a eu 2 cas de paraplégie par diffusion de l'alcool absolu au niveau de la moelle. Donc à manipuler avec précaution. Et enfin, vous avez un patient qui est jaune, on profite du temps de l'écho-endoscopie, on change de matériel, on va déployer une prothèse biliaire métallique pour assurer la perméabilité biliaire et pour que le patient puisse avoir sa chimiothérapie. Donc 3 étapes pour le patient qui est non résécable, une biopsie, éventuellement le traitement de la douleur et enfin le drainage biliaire. Tout ça se fait au cours de la même anesthésie générale. Enfin, je parle du dépistage qui aurait dû être mis au début, mais
l'écho-endoscopie va avoir une place dans le dépistage des tumeurs précancéreuses du pancréas, et notamment des TIPMP. Alors, il s'agit de tumeurs intrapapillaires mucineuses du pancréas. Ce sont un développement anormal des cellules mucosécrétantes du pancréas qui, au fil du temps, vont suivre un peu la même carcinogénèse que pour le cancer du côlon. C'est-à-dire comme dans le cancer du côlon, il y a des polypes en dysplasie bas grade, haut grade, cancer. Eh bien, c'est le même cas pour ces TIPMP. Généralement, c'est une découverte qui est fortuite. Un patient qui a des troubles fonctionnels intestinaux, un problème de lithiase urinaire, vous lui faites le scanner et vous tombez sur ces kystes du pancréas. C'est de plus en plus fréquent, je pense que vous avez tous dû en diagnostiquer. Alors, en fonction de la localisation de cette tumeur, le risque carcinologique est différent. Si ça atteint les canaux secondaires, comme on voit ici sur cette IRM, avec l'image en grappe de raisin, le risque de carcinome invasif à 5 ans va être de 3 à 18%. Donc ce sont des patients pour lesquels, bien entendu, on ne va pas faire de chirurgie prophylactique. On ne peut pas enlever le pancréas comme on enlève un polype du côlon. Ça, je laisserai le chirurgien en parler. Donc ces patients-là, on va les surveiller. Ceux qui vont avoir une lésion du canal pancréatique principal, ils ont un risque de cancer à 5 ans de 50%. Ceux-là vont directement à la chirurgie. Donc l'écho-endoscopie va permettre de surveiller la TIPMP des canaux secondaires. On alternera IRM, écho-endoscopie, et on va s'efforcer de trouver des signes de dégénérescence, une augmentation de la taille du kyste, l'apparition d'une dilatation du Wirsung, ou bien un nodule mural. Et là, on l'enverra au chirurgien. Deux autres axes de dépistage du cancer du pancréas, ça va être la surveillance des patients qui ont une pancréatite chronique calcifiante d'origine éthylique. Vous surveillez votre patient et puis d'un seul coup, il est sevré en alcool, il se met à avoir de nouveau mal, il a un ictère, il faut nous l'adresser pour qu'on puisse faire une écho-endoscopie et rechercher une dégénérescence de sa pancréatite chronique calcifiante et réaliser une ponction. Et enfin, il y a des formes génétiques, comme on a vu, pour lesquelles on alternera écho-endoscopie, scanner et IRM. Donc en conclusion, je dirais que l'écho-endoscopie a sa place dans le dépistage et dans la surveillance des lésions prénéoplasiques. Elle va poser le diagnostic pour les petites lésions qui ne sont pas visibles au scanner et qui font moins de 2 cm. Elle pose le diagnostic différentiel. Je répète, toutes les masses du pancréas ne sont pas des adénocarcinomes, donc à mon avis, il faut les biopsier. Elle peut aider au bilan de résécabilité. Elle permettra chez les patients qui sont non résécables d'assurer le diagnostic histologique, traiter la douleur et assurer la perméabilité biliaire. Dans l'avenir, je pense qu'il y aura, les patients auront tous un traitement néoadjuvant pour essayer d'optimiser leur pronostic. Et dans ces cas-là, le diagnostic histologique sera obligatoire pour pouvoir faire une chimiothérapie ou bien une radiothérapie. Et enfin, le petit message de prévention, un peu basique, mais qui est vrai: éviter de fumer, manger équilibré et faire de l'exercice. Merci pour votre attention.